100 des 200 plus gros fournisseurs d'Apple en Chine impactés directement par les nouveaux confinements liés au Covid, notamment dans la région de Shanghai. Quelles conséquences sur les délais, la dispo et les prix? C'est l'événement de la semaine. Google a bien son Hub Nest, alors pourquoi pas un HomePod amélioré d'un Apple TV et d'une caméra FaceTime? Ce HomePod TV, Apple travaille bien dessus, affirme Mark Gurman, pour qui c'est une certitude, il arrive, et c'est l'info de la semaine. J-46 avant la WWDC 2022, 46 jours et pas un de plus avant la keynote, au cours de laquelle Apple pourrait dévoiler le Mac Pro et pas seulement. Le M2 est dans tous les esprits, 9 Mac M2 au moins seraient en cours de test à Cupertino, à suivre dans Pommes. La photo des moules supposés des futurs iPhone 14 est apparue cette semaine sur Weibo. Que nous apprend-elle ? La localisation des AirPods fonctionne même dans un pays en guerre. Ce sera le focus de Gilles tout à l'heure qui nous expliquera l'usage qui en est fait. Le dîner d'Eli, un repas présidentiel forcément, avec au menu notamment Apple Pay et du Wi-Fi. Et puis le tuto audio pour fêter leur premier anniversaire. Offrez une pile neuve à vos AirTags. Je vais vous expliquer comment faire pour la changer. « 87e numéro d'iWeek, la semaine Apple, le 34e épisode de la saison 2. Que ça fait du bien de vous retrouver les amis, alors que chacun retient son souffle avant le deuxième tour de dimanche. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce rendez-vous qu'on vous donne chaque jeudi soir avec ce qui est devenu, et on est très fiers, le podcast de référence sur l'actualité de l'écosystème Apple. Je m'appelle Benjamin Vincent et vous, vous êtes vraiment top. J'ai envie de partager avec vous les 3 derniers avis que vous avez déposés sur Apple Podcast depuis la semaine dernière. J'ouvre les guillemets, c'est vous qui écrivez. On les connaît sans qu'ils nous connaissent. Ça fait des années qu'iWeek m'accompagne dans mes déplacements. Je suis toujours impressionné par la qualité de ce podcast et de son évolution, référence aussi à i5. Ce podcast a changé dans sa forme, mais a toujours conservé son ADN de suivre l'essentiel de l'univers Apple. Même si j'écoute d'autres podcasts, celui-ci a une place particulière dans mon cœur. Merci à la Team iWeek et aux invités qui depuis des années en font un podcast de référence pour les fans de la marque à la pomme. Waouh! Et c'est signé IPB Families. Grand merci IPB Families. Pour ces mots, pour le fait d'avoir pris le temps aussi d'écrire. C'est vraiment top. Je vous lis un deuxième avis, alors plus compact, j'ouvre les guillemets. Le meilleur podcast de l'actualité Apple, tout est parfait, des sujets évoqués aux invités, merci d'exister, point d'exclamation. Et c'est écrit par Carrie Mathieu. Merci à toi pour cet avis, super sympa. Et puis un troisième avis qui nous vient de Chine, de Gérald le Chinois. Je vois que ça te fait rire, Fabrice. Je cite Gérald, les dernières actus Apple, de la bonne humeur, des conseils, ne changez rien, c'est top, top, top. Voilà ce qu'écrit Gérald. Alors vous n'imaginez pas ce que vos messages représentent pour nous. Faites comme eux, faites comme Gérald, comme Karima et comme IPB Families. Allez sur Apple Podcast, mettez une note 5 étoiles à iWeek. On n'est plus très loin des 200 notes. Ce serait sympa d'y arriver là dans les jours qui viennent. Et puis écrivez un avis à vous, avec vos mots, avec votre style. Et on vous promet de récompenser les meilleurs avis, les plus originaux, les plus sympas. D'ici quelques semaines, d'ici la rentrée au plus tard, on va organiser un petit concours sympa. Voilà les amis pour cet avant-propos, histoire de dire bonjour à tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver aussi, Elia Bitbol, Gilles Dounès, Fabrice Neumann. Salut à vous trois. Salut Benjamin. Comment va d'abord le jeune retraité ? Écoute, toujours bloqué à la maison, mais ça va un peu mieux. Mon bras se consolide peu à peu. Faut être patient. Ton épaule meurtrie. Donc c'est une retraite. C'est une retraite un peu bloquée, mais moi qui voulais faire des voyages. Bon. Tu les remets de quelques semaines. Bon, la bonne nouvelle, Ellie, c'est que tu t'es remis au fourneau. Eh bien oui. Et oui, j'ai réouvert ma cuisine, figurez-vous. Bon, j'ai démarré doucement. D'accord, mais ce soir quand même, reprise du dîner. Yes, absolument.
Un dîner Qu'est-ce qu'on mange ? spatial, on va dire. Un dîner spatial. Ah ben oui, on mange un tout petit peu de Wi-Fi, un tout petit peu d'étoiles, de poussière d'étoiles. C'est très à la mode puisque même Apple en fait une couleur, Starlight. Eh ben, figurez-vous qu'on peut faire d'autres choses avec les étoiles. On peut faire de l'électricité. Waouh. Ce sera tout à l'heure le dîner d'Eli. Gilles, toi tu t'es lancé sur la trace des AirPods entre l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie, c'est-à-dire ? On vous parlait des iPods qui se promènent. Des AirPods, tu veux dire ? Les AirPods qui se promènent et on va voir dans quelles circonstances. Triste. Ok, ce sera ton focus tout à l'heure, Gilles. Et toi, Fabrice Neumann, comment vas-tu ? Ça va bien, je te remercie. Je suis très content d'être là après une journée pour moi un peu mouvementée. Du coup, me retrouver avec vous, les amis, ça fait du bien. Eh bien, écoute, on est ravis que tu sois là aussi. On a pas mal d'actu à balayer entre infos et rumeurs. Vous n'allez pas être déçus. De mon côté, je vais vous expliquer tout à l'heure comment changer la pile d'un AirTag. Ça a l'air tout bête, mais il faut quand même le faire de temps en temps. Surtout qu'ils ont 1 an si vous les avez achetés à leur sortie, puisque l'anniversaire des AirTags, c'était hier, mercredi. Normalement, ils doivent commencer à tirer la langue si vous les avez achetés à la sortie. Rendez-vous donc tout à l'heure avec le tuto audio de la semaine. Pour nous aider, pour soutenir iWeek, patreon.com/iWeek, c'est l'adresse du crowdfunding. Quelques euros que vous pouvez choisir de donner en échange de notre travail hebdomadaire, une sorte de récompense qui va nous permettre de développer iWeek à partir d'1,50€ par semaine. Merci à vous d'avance de rejoindre cette communauté des soutiens d'iWeek sur patreon.com/iWeek. C'est hyper important pour nous, on compte sur vous et on a besoin de votre aide. Pour nous suivre sur Twitter, followez le compte @iWeekNews. Et puis si vous avez envie de réagir à ce podcast, aux épisodes tout au long de la semaine, utilisez le hashtag iWeekLSA, LSA comme la semaine Apple. On adore interagir avec vous et avoir votre retour, votre feedback. Et puis si vous aimez l'actu Apple, si vous aimez iWeek, on vous suggère, on vous invite très fortement à essayer i5. i5, c'est le podcast quotidien compagnon d'iWeek. 5 grosses minutes par jour, 5 jours par semaine, pour moins de 5€ par mois. Vous avez dans vos oreilles le condensé, l'essentiel de l'actu Apple, tous les jours du lundi au vendredi. Et i5, n'est-ce pas les garçons ? L'essayer, c'est l'adopter. Alors allez-y, vous ferez en plus une bonne action. Dans quelques minutes, à quoi pourrait ressembler ce produit hybride qui mélangerait un HomePod, un Apple TV et une caméra FaceTime ? Mais d'abord, l'événement de la semaine, quelles répercussions pour Apple du retour des confinements massifs en Chine ? A tout de suite. Alors que la situation commence à se détendre très légèrement à Shanghai, les confinements continuent. Et on commence à mesurer l'impact de ces confinements sur Apple, notamment puisque la moitié des 200 plus gros fournisseurs d'Apple sont touchés par ces décisions du gouvernement pour essayer d'enrayer le retour de la pandémie de Covid en Chine. Dans 8 jours, à l'occasion de l'annonce des résultats trimestriels d'Apple, on sera sans doute un peu plus fixé sur les répercussions concrètes, mais déjà on l'a mesuré avec l'allongement des délais sur la commande de certains produits. On va en reparler, notamment le MacBook Pro 14 et 16 pouces. Et toi, Ellie, tu mesures aussi très concrètement l'onde de choc de ce retour du confinement en Chine. Et oui, un sage chinois disait quand la Chine éternue, le monde s'enrhume. Et c'est un peu vrai, car figurez-vous que même nous à Nice, quand on commande maintenant des produits Apple, les délais de livraison se sont allongés brusquement et brutalement, même pour des produits qui n'étaient pas contraints. Ça y est, on est passé à des délais qui commencent à être importants. Et donc c'est la répercussion directe de ce qui se passe en Chine aujourd'hui. Alors la première mesure, le premier indice, on l'a eu parce que dès le retour du confinement à Shanghai, Quanta, qui fabrique les MacBook Pro pour Apple, a fermé 2 sites.
et on a vu les délais de livraison s'allonger à nouveau. Je viens de refaire l'essai d'une commande sur apple.com à l'instant. On est au mieux sur une livraison pour le 30 mai, sachant qu'on enregistre cette émission aujourd'hui le 20 avril, donc mercredi en fin de journée. Livraison entre le 30 mai et le 15 juin selon les configurations, ça veut dire presque 2 mois. Ça n'a pas bougé par rapport à ce qu'on vous disait dans i5 il y a quelques jours. Quels sont les produits, Ellie, peut-être inattendus, qui sont touchés par ces délais ? C'est à peu près tout, même des produits qui sont sortis depuis longtemps, comme du MacBook Air ou de l'iMac 24, des choses comme ça. Des produits qui sont en ramp-up parce qu'ils viennent d'être annoncés, ça peut arriver. Mais des produits qui sont là depuis plus d'1 an, les chaînes de production, elles fonctionnent, les produits sont livrés habituellement. Et même ceux-là, il y a des délais. Alors c'est variable suivant les produits, mais ce ne sont pas les délais habituels qu'on connaît chez Apple. Fabrice, ton regard sur cette situation en Chine, on avait évoqué ensemble l'aspect dramatique, humain de ces retours des confinements, notamment à Shanghai. Sur les impacts industriels, comment est-ce que tu sens la situation évoluer dans les semaines qui viennent ? C'est difficile, c'est vrai, je voudrais quand même réinsister sur le fait que ceux qui sont bloqués chez eux, on voit des situations à Shanghai qui sont vraiment terrifiantes, et c'est quand même ça qui est vraiment le plus grave malgré tout. Et quant à savoir ce qui va se passer, c'est très compliqué à savoir, d'autant plus, alors il me semble que toi-même, Benjamin, sur Twitter, tu avais retweeté une image qui montrait des bateaux qui étaient bloqués aux alentours du port de Shanghai. Donc il y en a un certain nombre. Ah oui, des centaines de bateaux. Ouais. Voilà, qui arrivent ou qui attendent de repartir. Enfin bref, donc ça va perturber notre petit monde de Apple, notre monde un peu plus grand de l'électronique, et notre monde globalement pour tout ce qui vient de Chine. Comme disait très justement Ellie, la Chine est en train d'éternuer très fort, donc ça risque de faire assez mal. Et puis si là, la situation sanitaire reste ce qu'elle est pendant encore quelques semaines dans ces contrées, ça risque de nous toucher vraiment, vraiment fortement, avec des éléments qui touchent l'approvisionnement de matériel, et puis sûrement des aspects économiques aussi, de pénurie, et donc probablement d'aspects économiques, plus d'inflation, des choses comme ça. C'est très perturbant, quand même. C'est très perturbant. Gilles, avant de revenir vers toi, Ellie, comment est-ce que tu comprends le fossé entre la situation chinoise et notre situation à nous, en Europe et notamment en France ? On est à l'opposé. On est à l'opposé parce Est-ce que la Chine a 2 mois d'avance ou 2 mois de retard, ou 6 mois d'avance et 6 mois de retard ? Ils ont un peu de retard dans la mesure où ils ont fait une stratégie zéro Covid avec une population qui est absolument je sais pas comment on peut dire ça, qui n'a jamais été en contact, ou très très peu, à part la zone initiale, très très peu en contact avec le virus, alors que nous, on a payé le prix fort, petit à petit, vague après vague. On a à la fois été en contact avec le virus et ses différents variants, tout en évitant de noyer, de submerger le système de santé. C'est ce qui a été mal compris. Il y a eu en plus la vaccination qui a évité la vaccination par ARN messager qui a évité d'avoir des formes trop graves. La population chinoise telle qu'elle est actuellement a été très peu en contact et prend de plein fouet un variant qui est extrêmement contagieux. Donc il n'y a pas de digues successives au niveau immunitaire que la population américaine ou européenne a pu mettre en place, et c'est ce qui fait un peu paniquer les autorités chinoises, d'autant que leur vaccin a l'air beaucoup moins efficace par rapport aux variants actuels. D'où
le blocage systématique qui est mis en place. Il y a des choses qui ont été mises en place par Apple. Hein. Ils essaient de faire monter en puissance leur usine indienne, qui a été très controversée. Ils ont essayé de doubler la production, même si ça ne suffit pas. Il y a des recrutements en masse qui sont en place. Et Élie, tu voulais... Oui, trois petites remarques très rapides sur ce que vient de dire Gilles. La première, si le vaccin chinois ne marche pas, t'inquiète pas, Pfizer va leur en fournir. Hein. Ils ont du stock, hein. Il suffit de payer. Ils vont. Deuxièmement, c'est par rapport effectivement au DIG. En France, il y a un phénomène un peu particulier qui s'appelle l'élection présidentielle. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il n'y aura pas des mesures qui seront prises au-delà du 24 avril. On a été un peu rapide d'après l'OMS à enlever le masque, mais c'était le bon moment. Et vu le nombre de contaminations qu'il y a par jour, même si c'est de l'Omicron et que ce n'est pas des formes hyper graves, on continue à dépasser les 100 000 contaminations par jour. Donc je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas des mesures qui soient prises là dans les semaines qui viennent. Hein. Donc bon, voilà. Et puis la dernière chose, pour revenir sur un sujet Apple, quand même, c'est que la question qu'on peut se poser, et puis c'est une info dont on va parler après, dans quelques minutes, est-ce qu'avec toutes ces pénuries, c'est le bon moment pour Apple d'annoncer plusieurs produits majeurs ? Je ne dis pas les tester, parce que si les processeurs sont prêts, on peut les tester. Mais est-ce qu'on se lancerait dans plusieurs gros produits pour créer une demande qu'Apple ne pourra pas fournir tant que les usines sont bloquées ? Est-ce qu'il ne faut pas mieux patienter un peu ? C'est une vraie bonne question, ça, Fabrice. Oui, j'allais rebondir là-dessus. Ça va... être très difficile pour Apple, par exemple, de présenter un produit en disant disponible telle date. Parce que du coup, il y a tellement d'inconnus que ça va être difficile de tenir une date. Donc, on risque d'avoir des présentations. On s'attend quand même au moins à une présentation du Mac Pro à la prochaine WWDC. Mais très, très possiblement, on va avoir une date annoncée pour d'ici la fin de l'année, quoi. Ils vont se donner 6 mois pour être sûrs d'avoir de quoi les fabriquer et les distribuer. On risque d'avoir ce genre de date assez floue, effectivement. Je rejoins Ellie là-dessus. Ouais. Gilles ? Oui, mais c'est un petit produit, en fait. Hein. Le Mac Pro, c'est un produit très cher, mais un produit de niche. Si Apple annonçait, par exemple, un MacBook Air ou un Mac Mini, des produits qui sont d'entrée de gamme, là, il y aurait une demande immédiate de consommateurs qu'Apple ne pourrait pas fournir. C'est ceux-là qui se vendent en masse. Gilles, est-ce que tu penses que cette situation peut modifier la stratégie et le calendrier d'Apple dans les semaines et les mois qui viennent ? Dans la limite des fenêtres de tir qu'ils se sont fixées, mais là, il n'est pas question de produits nouveaux immédiatement dans la stratégie d'Apple. Ces lancements sont pour l'automne ou la fin de l'été ou l'automne au maximum. Je crois que Mark Gurman avait bien insisté là-dessus. Ils sont en train de tester, éventuellement, comme Ellie et Fabrice l'ont souligné, il peut y avoir un lancement du Mac Pro et donc un produit de niche spécifique pour les professionnels, et il n'est pas dit que Apple ne puisse pas fabriquer les petites quantités qui sont nécessaires aux États-Unis, compte tenu des approvisionnements qui restent, même si 200, c'est bien ça, 200 fournisseurs sont touchés. Oui. 100 sur les 200. 100 sur les 200, pardon. Il y a sûrement de quoi alimenter une ligne de fabrication pour un produit qui est spécifiquement destiné aux professionnels et qui est vraiment très très cher. On le voit d'ailleurs, le Mac Studio, dans sa version haut de gamme, n'est pas donné du tout, quoi. Bon, on va évidemment suivre et puis on aura probablement des nouvelles en direct de Tim Cook dans une semaine maintenant à l'occasion des résultats trimestriels d'Apple. On marque une
courte pause et on se retrouve avec ce qui pourrait être l'un des produits de l'année, s'il arrive, un produit hybride qui serait le mélange d'un HomePod, d'un Apple TV et d'une caméra FaceTime. À tout de suite. Mark Gurman en est persuadé, un HomePod TV va arriver. Il ferait la synthèse entre le HomePod, cette enceinte qui a disparu de la gamme, un Apple TV et une caméra FaceTime. Alors d'abord, est-ce que vous y croyez, les amis, à ce futur possible produit hybride? Fabrice? Pas du tout. Pourquoi? Quoi? Mais comment? Alors pas du tout, parce que c'est la partie Apple TV qui m'étonne le plus là-dedans. Parce que si c'est Apple TV, il faut donc le connecter, le brancher à un écran de télé. Et du coup, où est-ce qu'on met la caméra? Donc il faudrait que ce soit une caméra qui soit détachable pour qu'elle puisse être au-dessus de l'écran, au milieu, pour qu'on puisse la regarder à peu près en face, comme je suis en train de faire pour les auditeurs parmi vous qui ont la chance d'avoir la couleur. Donc un HomePod qui serait indépendant avec une caméra, pourquoi pas, mais un Apple TV avec une caméra intégrée, je sais pas vous, mais mon boîtier Apple TV, il est à côté de la télé, il est en dessous, enfin bref, il n'est pas du tout fait pour être regardé, encore moins dans le blanc des yeux d'une caméra. Donc ça m'étonne beaucoup. Donc Est-ce que tu imagines ce produit avec un écran? Alors oui. Mais oui, un HomePod avec un écran, oui, bien sûr. C'est vraiment le côté Apple TV, moi, qui me surprend beaucoup et qui me perturbe. Tu vois plus un HomePod avec un écran, en fait. Oui, et donc pourquoi pas avec une caméra, parce que du coup, ça le rend vraiment indépendant. Un HomePod avec une caméra, avec un écran, une caméra peut-être, mais un écran, ça a du sens. On a vu, Amazon a déjà fait ce genre de truc-là avec certains produits Alexa. Parce que ça permet d'avoir, on s'en sert tous, comprenez ce que je veux dire avec des guillemets, on se sert beaucoup des HomePod par exemple pour mettre en place un ou plusieurs minuteurs, avoir un petit écran qui vous rappelle combien il reste de minutes pour la cuisson des œufs ou des pâtes, c'est quand même vachement pratique. Voilà, ça c'est très bien. Une caméra en plus pour pouvoir faire un appel FaceTime, pourquoi pas, c'est très bien. C'est vraiment le côté Apple TV, moi, qui me perturbe beaucoup là-dedans. Gilles, est-ce que tu visualises, est-ce que tu crois à ce produit hybride? Moi, je crois à un HomePod plus sérieux, vraiment plus sérieux, qui accompagne le lancement de Apple classique. Je ne les vois pas lancer un produit à destination d'un public extrêmement exigeant sans quelque chose de plus sérieux que les HomePod mini. À partir de là, Est-ce que ce serait pas plutôt une deuxième version des AirPods Max? Ça peut être le cas, mais pour le salon, il manque quelque chose. À partir de là, ce qui avait été reproché au HomePod, c'était le manque de personnalisation des réglages. Et donc, l'écran prend tout son sens à ce moment-là. C'est-à-dire? Et on peut modifier qui les basses, qui les médiums, pourquoi pas avoir un equalizer comme on pouvait avoir dans iTunes à la grande époque. Voilà, maintenant, l'Apple TV, ça suppose du stockage, et la caméra, il faut la mettre quelque part, comme l'a très bien souligné Fabrice. Il va falloir vraiment que Apple fasse preuve de créativité en matière de design pour sortir un appareil qui remplisse toutes ses fonctions, à moins qu'elle ne s'accroche au sommet de l'écran avec une sorte de crochet dans laquelle on loge la caméra EyeSight. Et à ce moment-là, on a une Apple TV derrière. Et le design, à la limite, importe peu, puisqu'on ne la voit pas et tout est réglé. Maintenant, je ne parierai pas une grosse somme là-dessus. Bon, l'évocation de la caméra EyeSight a fait sourire Fabrice. Et ça m'éclate. La caméra EyeSight, le souvenir sorti de sa boîte, ça m'éclate. Ceux qui s'en souviennent il y a 20 ans apprécieront. Ah oui. C'est une révolution.
Oui, c'est vrai que c'était un très bel objet, une très belle caméra. Ellie, je te pose la même question. Est-ce que tu crois à ce futur produit hybride potentiel ou pas ? Oui, mais oui. Non seulement j'y crois, mais pas qu'à un produit, parce que là, c'est une synthèse. Rappelez-vous, et en plus, on en a parlé dans iWeek, il y avait eu en fait des brevets déposés par Apple, et il y avait eu des schémas concernant non pas un, non pas deux, mais 3 produits autour de l'Apple TV. Donc, le premier, en fait, on avait l'impression d'avoir une barre de son, donc qu'on place devant la télé, avec l'Apple TV qui fait le centre de cette barre de son et qui pilote ces haut-parleurs. Évidemment, si rien que ça, c'est un Apple TV avec du son. Et là, on ne parle pas de caméra. Rien que ça, c'est très bien. Si en plus de ça, on lui rajoute une petite caméra Bluetooth ou Wi-Fi, comme veut Apple, hein, Bluetooth, Wi-Fi, ça me va, comme ils veulent, qui viendrait effectivement se mettre au-dessus de la télé, comme a dit Fabrice et comme a dit Gilles. Et là, on aurait en plus du FaceTime pour la maison avec, si possible, du cadre centré pour les visioconférences en famille, etc. Maintenant que je me suis habitué à le dire, hein, avant je ne pouvais pas le prononcer sans éclater de rire, mais j'y arrive peu à peu. Donc ça, une barre de son Apple, qui serait en fait l'équivalent de HomePod Max, hein, donc pas forcément la barre de son telle qu'on la connaît, aussi large qu'un téléviseur, mais un Apple TV avec des haut-parleurs autour, moi j'y crois. Le deuxième produit qu'on avait vu dessiner, ils avaient repris le concept d'un iMac tournesol, c'est-à-dire en fait la base un peu arrondie serait le HomePod et au-dessus flotterait un écran qui permettrait évidemment de faire du FaceTime et qui permettrait en plus de suivre le mouvement. Donc ça serait du cadre centré évolutif comme fait Portal aujourd'hui d'Amazon. Ils ont un produit qui suit les personnes. De Facebook, pardon, ouais. Tu as raison. Oui, pardon. Moi, je crois au moins à ces 2 déclinaisons. Mais un produit qui fasse tout, non. Mais 2 produits dans la gamme HomePod, hein, puisque là, on parlait plus d'HomePod. C'est pas un Apple TV Sound. C'est un HomePod TV ou un HomePod vidéo ou FaceTime, etc. Moi, j'y crois, en tout cas, je l'espère, parce que si ces produits-là sortent, je serai le premier à les acheter. Fabrice, est-ce que tu es un peu plus convaincu par cette possibilité de 3 déclinaisons de produits ? Je pense qu'on se rejoint avec Ellie là-dessus, c'est-à-dire que le produit qui fait tout avec une caméra complètement embarquée, etc., j'y crois pas tellement, mais un catalogue de produits comme ça, ça me paraît plus viable, évidemment. Effectivement, on avait parlé d'un Apple TV avec du son, au risque de faire du mal à Ellie qui aime bien avoir du son autour de sa télé avec du Dolby, du machin, plein d'enceintes. Comment tu sais ? Moi, j'utilise 2 HomePod mini pour le son de ma télé et je trouve ça très bien. Donc du coup, ça me suffit, moi, tu vois. voilà, je pensais bien qu'Ellie ferait un peu la tête. Moi, ça me suffit bien. Donc s'il y avait un Apple TV avec du son un peu meilleur intégré comme une barre de son, très bien, moi ça me va bien. Le coup de la caméra qui pourrait se détacher, je suis pas très sûr que ce soit dans les habitudes d'Apple de proposer quelque chose un peu en pièces détachées avec en Bluetooth, en Wi-Fi ou avec un fil qui se balade pour mettre au-dessus de la télé. Ça, j'ai du mal à voir ça chez Apple. Donc de là, après, ça c'est pour l'anecdote, à repenser à un écran de télé signé Apple pour faire plaisir à l'analyste, si vous vous souvenez, Gene Munster, qui pendant des années nous a dit il va y avoir un écran de télé Apple, et voilà, etc. Je ne sais pas s'ils vont le faire. Ou alors ils nous feraient un écran de télé à la Studio Display à 3 000 € pour la même chose que les autres écrans de télé. Mais ça, c'était pour reparler du Studio Display avec vous. Non, mais 9 000 €. Ah, 9 pardon. ou 12 000. Il faut les AirPods Max. Tout le monde a se demandé d'où ils sortaient. Le produit équivalent, c'était des écouteurs pareils sans fil et les fonctions équivalentes. Le seul produit équivalent qu'il y avait, c'était Bang & Olufsen. Et c'est dans cette gamme de prix qu'Apple se pense.
Donc s'il y a un téléviseur Apple, il sera plus proche des 10 000 euros que des 3 000. Je crois toujours pas à une télé Apple. Non, moi non plus. Non. Moi non plus. Mais... Ils y ont travaillé et Gene Munster s'est fait prendre à ce jeu-là, mais ils ne l'ont pas sorti et je pense que c'est pour une bonne raison. Il n'y avait pas de marché. Il a dû changer de métier même, Gene Munster, je crois. Mais Ellie, tu nous montrais derrière toi un carton suspendu sur une étagère. Alors, je voudrais montre-nous ce carton. Ah, je devine ce que c'est. Ah, pardon, je suis du mauvais côté, pardon. En fait, ça s'appelle un HT-A9. C'est ce système de Sony dont on a parlé, que j'avais commandé à Noël. C'était mon cadeau de Noël et que j'ai reçu cette semaine. Et je vous en parlerai, je vous ferai un test complet. Oui. C'est un système de son très évolué, très cher. Mais je ne peux pas encore faire le test complet parce que figurez-vous qu'ils m'ont livré les enceintes, mais pas le caisson de basse. Ah. Donc pour l'instant, il y a une sorte de bulle sonore sans basse. Donc, d'accord. Mais c'est assez magique dans un salon c'est censé être un peu la nouvelle référence audio, non ? Oui, avec des délais de livraison qui sont fous. Il y a tout un groupe d'amis sur Twitter, on discute de ça. On a tous commandé à peu près en même temps et les délais sont très variables. Il y en a même un, il a commandé à Noël, il va l'avoir en septembre. Donc tu vois, les délais, c'est mieux qu'Apple, hein. Mais alors, typiquement, si Apple travaille sur un projet de produit audio en liaison avec un Apple TV, avec la télé, avec l'expérience audio dans le salon, est-ce que c'est pas le genre de produit de la concurrence qui oblige Apple à faire au moins aussi bien, si ce n'est mieux ? Mais ça, ils peuvent pas parce que c'est pas leur marché. En plus, ce produit est assez unique par sa conception parce que le principe, c'est qu'il y a 4 haut-parleurs. Et les haut-parleurs se voient entre eux et se mesurent entre eux en Wi-Fi. Et donc, quel que soit le style de la pièce, qu'il y ait une ouverture à gauche, qu'il y ait une fenêtre à droite, peu importe, quand on en pose un sur un meuble bas, un à mi-hauteur, en fait, ils se spatialisent, en fait, ils se localisent dans l'espace et ils créent une bulle qui compense, en fait, tous les défauts de la pièce, tous les changements de hauteur, etc. Et donc, ça crée une bulle parfaite. Vous êtes au centre. Et vous avez le son qui est tout autour de vous. Et donc, les premières expériences qu'on peut faire avec des films du style Avatar ou du style Il faut sauver le soldat Ryan, où vous avez toutes les balles qui sifflent autour de vous lors du débarquement, etc. J'ai plein de systèmes qui sont Dolby Atmos, j'en ai au moins 3 différents. Et cette impression d'immersion, elle est juste unique. Et c'est le seul, Sony est le seul à faire ça, ils le font payer d'ailleurs très cher. Ils doivent avoir de telles demandes qui sont incapables de livrer à moins de 3 à 6 mois des produits, parce que là, chez mon fournisseur, qui est pourtant un gros fournisseur de produits hi-fi, etc., ils ont réussi à en recevoir un. Bon, il se trouve que j'étais le premier sur la liste, mais ils en ont reçu un. Sacré Ellie. Fabrice, tu voulais dire quelque chose ? Je voulais demander à Ellie en quoi c'était si différent de ce que faisait justement le HomePod tout court, quand il a été présenté, il était justement présenté comme cet appareil capable de faire une détection de la pièce, d'être mis du coup en paire stéréo avec la détection de la pièce, du coup rajouter cette fonction de détection d'un autre ou de plusieurs autres HomePod autour pour créer une bulle. Je dis ça sans connaître, hein, c'est pour ça que je te demande, est-ce que ce serait pas quelque chose qu'Apple pourrait justement faire et qu'ils ont déjà fait presque à moitié ? Ah, ils pourraient le faire avec plusieurs. Le principe, si tu veux, du Atmos, qui existe déjà depuis un moment, c'est d'avoir un certain nombre d'enceintes physiques. Donc, tu peux avoir 7 enceintes, jusqu'à 7, tu peux en avoir 13 d'ailleurs, 7 enceintes plus 4 enceintes au plafond. C'est ce qu'on appelle, le Dolby que vous connaissiez, c'était du 5.1, donc 5 enceintes et un caisson de basse. Ça, c'est traditionnel. Avec le Atmos, on est passé à 7 ou à 9 et on rajoute 7.1 ou 9.1, toujours le caisson de basse, plus 4 ou plus 6 ou plus 8 des enceintes au plafond. Et ça permet, ce que permet le Atmos, c'est d'avoir un son qui est enveloppant, c'est-à-dire que vous avez un avion qui passe au-dessus de votre tête, vous avez l'impression de l'avion qui passe au-dessus de votre tête. Une balle qui siffle, elle part devant vous et vous l'entendez vraiment siffler à côté de votre oreille. Pour ça, il faut plusieurs enceintes. Ce qu'a fait Sony, c'est qu'il crée
12 enceintes fantômes à partir de 4. Et c'est très impressionnant la démonstration parce qu'ils vous disent gauche, droite, centre, ils l'émulent. Il n'y a pas d'enceinte centrale, donc du coup, ça fait une enceinte de moins. Et ensuite, ils vous disent en haut, et effectivement, on a le son au-dessus de la tête. Et ça, c'est vraiment magique. Et c'est pour ça que tous les spécialistes audio, Pepe Garcia que vous connaissez, mais d'autres spécialistes aux États-Unis, qui l'ont testé, eh ben, ils n'en sont pas revenus. Ils disent, mais comment c'est possible qu'ils aient réussi à faire ça? Parce que c'est les premiers qui ont pensé à le faire et qui le font. Je ne dis pas qu'ils ne seront pas imités. Moi, avant, j'avais une barre de son haut de gamme qui avait certaines des enceintes renvoyées vers le plafond, mais ça dépendait vraiment de la pièce. Il fallait que ce soit une pièce parfaite, rectangulaire, sans ouverture, sans obstacle au milieu, etc. Et d'autres systèmes qui sont beaucoup plus chers, avec plus d'enceintes, vous avez un micro et vous le baladez. Par exemple, Sonos a ça, mais vous avez un micro et vous le baladez dans la pièce. Il faut 10 minutes pour balader le micro, mets-le à gauche, mets-le à droite, monte-le un peu, descends-le un peu, et puis on n'est jamais dans la bonne position. Ce système-là, dès qu'on a changé quelque chose dans la pièce, on appuie sur équaliser, 1 minute après, la pièce est rééqualisée, c'est juste magique, on ne se déplace pas. Donc, c'est bien, mais je vous ferai un test complet dès que j'aurai mon caisson de basse. Avec plaisir, mais je pense que doit forcément y avoir un exemplaire chez Apple qui doit être en train d'être démonté dans tous les sens pour voir comment ça fonctionne. En tout cas, je peux vous dire que le son spatialisé d'Apple Music, ça marche d'enfer. Vraiment, là, il reconnaît l'avantage par rapport à d'autres systèmes que j'ai testés chez Samsung, chez Harman Kardon, etc. C'est que Sony, il reconnaît tous les formats existants. Ils ne sont pas sectaires. Dolby Atmos, ils connaissent. Dolby Atmos 7.1, donc ce qu'ils appellent le 3 HD, ils connaissent. DTS, puisque par exemple Samsung, ils sont fâchés avec DTS, et donc ils ne le jouent pas. Et ben Sony joue du DTS. Hein. Et vous voulez jouer du Sony 360, c'est leur format audio 360, ça le joue. Mais si vous voulez jouer de l'Apple Music, ça le joue très bien. Et ce qu'ils ont fait de très rigolo, c'est que si vous avez une musique stéréo, eh bien, ils ont un truc qui s'appelle immersif. Il vous prend votre musique stéréo en 2 canaux et il vous la spatialise. Boum! Sans avoir besoin d'être masterisé par Apple. Donc, c'est assez bluffant comme système. Bon, bah, on a hâte d'avoir le test. Voilà, en tout cas, on voulait vous poser le problème de ce potentiel futur produit hybride construit autour de l'ex-HomePod, qui pourrait donc revenir avec une vocation légèrement différente et plus de valeur ajoutée. En tout cas, on va évidemment suivre ce dossier. On marque une toute petite pause et on se retrouve pour Pommes, les 3 news de la semaine. Pommes avec d'abord cette autre info signée Mark Gurman, et là il y est allé assez fort, notre ami Mark, puisqu'il cite non pas moins de 9 Mac à processeur M2 qui seraient en cours de test en interne chez Apple. Alors la liste est assez impressionnante. Il y aurait donc un MacBook Air, un Mac Mini, un MacBook Pro d'entrée de gamme, chacun avec un M2 à 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU, serait également testé en ce moment avec un processeur M2 Pro cette fois, un Mac Mini et un MacBook Pro, des M2 Max à bord de MacBook Pro 14 et 16 pouces, on parle donc de 12 cœurs CPU et 38 cœurs GPU, le tout soutenu par 64 Go de RAM, et peut-être d'autres encore. Ces données viennent en fait d'éditeurs de logiciels qui identifient des machines particulières dans leur fichier de log, donc des données récupérées par Mark Gurman. Elie ? Oui, et je crois d'ailleurs soit il a fait une répétition, soit il y a eu une coquille dans l'article, parce qu'il a oublié, sinon il a oublié un produit dans cette gamme, c'est un iMac M2. Parce que là, il parle 2 fois d'un MacBook Pro, sans parler des Pro et des Max. Okay. Non, donc, parce que ce qui manque dans cette gamme, non, parce que ce serait peut-être un nouveau 13 pouces successeur du M1. Ah, c'est possible. Mais comme il en parle 2 fois, mais bon, en tout cas, sinon, dans cette gamme, je suis d'accord avec il parle bien d'un MacBook Pro d'entrée de gamme. D'accord. Bon, alors, en tout cas, je suis d'accord avec toute cette ligne-là, mais il manque le iMac M2, qui sortira obligatoirement.
Ouais, et il est effectivement pas listé par Mark Gurman. Est-ce que ça veut dire que le calendrier pourrait être plus proche de nous que ce qu'on imagine ? Pas forcément, ça dépend des problèmes de production et de ce qu'Apple a prévu. Si le processeur M2 existe bien, ce qui semble se confirmer, c'est normal qu'Apple le teste partout. Parce que ce sera le M2 avec 8 cœurs, avec 10 cœurs et avec ses déclinaisons Pro et Max. Il parle même d'un nouveau processeur qui aura un autre nom d'ailleurs. Mais Apple les sortira au fur et à mesure de cette période de 18 mois dont on a parlé. C'est-à-dire que la gamme devrait logiquement démarrer par le MacBook Air et le Mac Mini et le MacBook Pro d'entrée de gamme. Donc tout ça en M2, qui serait suivi un peu plus tard par l'iMac et un peu plus tard aussi par les MacBook Pro en Pro et en Max, tout simplement parce que 18 mois par rapport à l'annonce précédente. Mais ils vont pas sortir 9 produits d'un coup, hein. Ça non, parce que sinon, d'abord, ils pourront jamais les livrer tous, et deuxièmement, sinon, après, ils annoncent plus rien pendant 18 mois. Bah oui, donc, bien sûr. Il faut bien qu'ils fassent des keynotes. Hein. Bien sûr. Est-ce que la liste te semble cohérente, Fabrice ? Oui, cohérente forcément, parce que, comme l'a finalement dit Ellie, ce qui se passe, c'est qu'on sait qu'il va y avoir un successeur au M1, et donc la gamme va être déclinée. C'est pas tellement, je trouve, la gamme qui est intéressante là-dedans, c'est le fait, c'est d'essayer de déterminer les dates de sortie. On sait bien qu'il va y avoir un nouveau Mac Mini et tout le reste. Donc c'est pas, je pense pas que ce soit une nouvelle qui ça casse pas des briques, hein, le fait qu'il y ait des nouveaux Mac avec des M2 dedans, voilà. C'est les dates qui font toute la différence. Ça fait 18 mois qu'on parle, qu'on a sorti les premiers M1, donc du coup il y a on sait qu'il va y avoir comment dirais-je, des renouvellement. Un renouvellement de toutes ces machines. C'est très bizarre en plus. On sait qu'il va y avoir le M2. On n'a pas encore parlé du Mac Pro. Est-ce que ce sera à base de M2 ou pas, etc., etc. Donc c'est les dates qui sont importantes. C'est pas parce que moi je vais vous faire une prédiction. En 2023 puis en 2024, il y aura des Mac à base de M3. Hein. Et de M4 même. Alors, et si vous voulez, je vous fais toute la liste maintenant. C'est pour ça que je suis très surpris qu'on fasse autant de tintouins autour de cette annonce de Mark Gurman qui fait une liste de Mac qu'on va voir forcément. Ce qui est parce plus qu'ils étonnant, ont été testés, c'est normal. Hein. C'est normal qu'ils en parlent. Les premiers bench arrivent. Mais ce qui est plus étonnant, donc, pour revenir sur la news de tout à l'heure, il n'y a rien d'étonnant en fait. Un écran de télé, quoi. Non. Ouais. Mais il y a rien dans cette liste, il n'y a rien d'étonnant. Exactement. Non. C'est juste les mêmes. C'est juste sur le papier les mêmes Mac qu'aujourd'hui avec un M2 à la place du M1. Oui, c'est ça. C'est le fait qu'ils le testent dès maintenant. Et tous ensemble. Oui. Si le processeur est prêt, pourquoi ne pas le tester ? Ce serait bête. Oui, c'est plus la simultanéité de test de toutes les machines qui est étonnante finalement, parce que on a l'habitude de ces tests, mais sur des cycles un peu différents selon le moment où les versions précédentes ont été lancées. Mais ça peut vouloir dire une chose, c'est que la plateforme commence à être mature, dans la mesure où ils ont lancé et fait évoluer le processeur petit à petit pendant 18 mois, ou au moins un peu plus d'un an. Là, ils peuvent se permettre de faire évoluer l'ensemble de la plateforme du M1 vers le M2, ensemble, avec le nombre de cœurs qui va bien, le nombre de GPU qui va bien. Et là, ça voudrait dire qu'ils sont prêts et qu'ils tiennent quelque chose. Voilà, en fait, pour résumer tout ça, et je me fais le porte-parole de François qui n'est pas là, donc pour résumer toute cette série d'annonces, on peut dire que c'est vraiment Apple qui a le choix dans la date. Merci. Merci Ellie. On n'a pas... Désolé. On n'a pas... Non mais merci. Merci pour cette contrepétrie. On n'a pas parlé du Mac Pro,
qui lui aussi est en train d'être testé, avec une puce qui est présentée comme le successeur du M1 Ultra. Mais là, on ne sait pas s'il s'agit d'un M2 Ultra ou d'un nouveau design à part entière. Bah non, c'est bien ce qui fait la bizarrerie de tout ça. Hein. On a donc pour reprendre les dates tout à l'heure, donc ça fait 18 mois qu'on a le M1. Apple a annoncé qu'il ferait la transition en 2 ans, ce qu'ils vont probablement tenir, peut-être avec quelques difficultés en termes de sortie et de disponibilité de matériel pour les raisons qu'on a évoquées juste avant. Donc le Mac Pro va être montré dans les délais. Est-ce qu'il sera disponible dans ces délais de 2 ans ? C'est pas sûr encore. Donc ils avaient annoncé une transition vers les puces Apple, ils n'avaient pas annoncé une transition vers le M1. À l'époque, on ne connaissait pas le nom. Hein. Moi, je persiste à penser que le Mac Pro sera à base de M1, alors extrême ou pas, à base de Ultra plus. Et qu'ensuite il y aura donc les M2. Alors effectivement, ils sont sûrement tous prêts. Je pense aussi que on sait bien, hein, les puces comme ça, pour être préparées, ça demande beaucoup de temps. Donc les M1, puis Pro, puis Max, puis Ultra étaient déjà prêts chez Apple. Ça a été diffusé entre guillemets au compte-gouttes, mais les processeurs étaient déjà prêts, étaient déjà conçus naturellement, comme le M2 l'est déjà, et le M3 aussi finalement. Il n'est pas fabriqué, mais il est conçu pour le moins. Donc il va y avoir une suite de produits qui vont... On sent bien, en tout cas, ce que ça montre aussi, c'est la maîtrise. C'est ça que cherche à faire Apple depuis tant d'années, de maîtriser tout de bout en bout. Là, ils ont les processeurs sous la main, ils font comme ils veulent, avec les performances qu'ils arrivent à atteindre et avec les renouvellements de gamme exactement quand ils veulent. S'ils veulent faire des nouveaux Mac tous les 2 ans, ils feront ça tous les 2 ans parce qu'ils l'ont décidé, puis c'est tout. Hein. C'est ça que ça montre, je trouve. Ellie ? Moi, je suis totalement d'accord. Hein. Et en fait, n'oubliez pas que le plus compliqué pour Apple, ça va être de trouver des noms marketing pour les nouvelles technologies, parce que le M2, en fait, c'est juste incrémental comme performance par rapport au M1. C'est pas un processeur de rupture. Ça sera probablement le M3 ou le M4. Là, il y a 2 cœurs en plus. Il va y avoir certainement un peu plus de GPU, un peu plus de machine learning. Mais la performance va se mesurer peut-être en 30-40% de plus. Ça ne sera pas un fois 3,5 comme on a eu dans le Ultra. Et donc, ce qu'on avait vu, les analystes disaient, en fait, les M2 d'entrée de gamme seront moins puissants aujourd'hui que les Pro et les Max M1 actuels. Mais évidemment, tout ceci en attendant les M2 Pro et Max qui arriveront, qui seront, eux, évidemment plus puissants, mais encore une fois, de façon incrémentale. Et c'est pour ça que le Mac Pro pourrait très bien sortir avec du M1 Ultra, mais en couplant plusieurs. C'est-à-dire que le Mac Pro, les analystes le voient plutôt comme une machine multiprocesseur. On pourrait prendre 2 Ultra ou 4 Ultra, et là, ça serait des machines extraordinairement puissantes. Et c'est pas la peine que ce soit du M2 pour faire ça. Vous vous souvenez, quand on avait parlé la première puce double avec deux processeurs couplés, que pour le Mac Pro, j'en voyais bien avec 4, comme ils savaient faire jusqu'à présent. Il suffirait de prévoir une je ne sais plus comment Fred a appelé ça, quelque chose qui fait une interface au niveau du pied des quatre deuils, et à ce moment-là, les 4 ou les 6, pourquoi pas, ou 8, se comportent comme une seule. Il suffit d'avoir quelque chose qui les fasse communiquer ensemble, en les mettant même de façon verticale au lieu de les faire horizontales. Dans un Mac Pro, on a la place et on peut avoir une dissipation thermique beaucoup plus importante parce que la chaleur se déplacerait naturellement vers le haut. Là, on a un goulot d'étranglement actuellement au niveau de l'utilisation des GPU apparemment par les développeurs qui, après des années de stagnation ou presque de l'évolution de
capacité de calcul des CPU ont pris l'habitude d'utiliser les GPU comme une unité de calcul auxiliaire supplémentaire et qui n'est pas fait pour utiliser la mémoire vive de façon centrale, de façon dynamique, comme le CPU sait le faire. Si sur la puce M2, cette notion de goulot d'étranglement au niveau de la mémoire est levée, on a un saut, et si on va le voir au niveau de la prochaine WWDC. Si Apple met le paquet sur l'utilisation des nouveaux cœurs et de réserver les GPU pour ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire afficher les polygones et pas faire du calcul pur et dur, on pourrait avoir tout simplement par optimisation, par bonne pratique, une puissance libérée tout simplement par les bonnes pratiques et la bonne utilisation, un peu comme il faut revenir on a déjà eu ce truc-là avec le G4 qui avait l'air de stagner, tout simplement parce que la plupart des utilisateurs, des programmeurs ne se donnaient pas la peine d'utiliser le processeur Altivec qui faisait du calcul en virgule flottante et qui était une bonne partie de la puissance de la valeur ajoutée du G4. On est vraisemblablement dans cet ordre-là quand on a des gains de puissance qui sont de 30-40% par rapport à ce que pourrait promettre la puce. Alors on va rester dans le monde des processeurs avec les futures puces, donc M2 et A16, qui vont probablement rater la nouvelle avancée signée TSMC en matière de gravure de microprocesseurs, à savoir le 3 nanomètres qui ne sera opérationnel qu'au deuxième semestre. Ils vont donc probablement devoir se contenter de ce qui est le NEC Plus Ultra actuel, à savoir la gravure en 4 nanomètres. Qu'est-ce que ça va changer finalement de gagner encore 1 nanomètre en gravure, Fabrice ? Alors, il me semble déjà que le M1 c'est 5 nanomètres, hein, la gravure actuelle. C'est 5 nanomètres. Un des intérêts principaux... TSMC grave aujourd'hui en 4 en tout cas. D'accord, mais la gravure du M1 c'est 5. Oui, effectivement, voilà. Mais le standard actuel... Je voulais que ce soit clair en fait. Bien sûr, mais le standard actuel c'est 4 et ça va être 3 à partir de la rentrée en gros. Donc chaque nanomètre gagné est comment dirais-je, un nouveau progrès potentiel dans ce qui est, semble-t-il, le cheval de bataille d'Apple aujourd'hui, c'est-à-dire la puissance de calcul sans la puissance électrique. Donc en consommant très peu d'énergie. Ce qui permet aussi de faire des machines qui sont silencieuses parce qu'il y a... pas de ventilateurs ou des ventilateurs qui tournent très lentement et qui ne chauffent pas. C'est globalement ça, hein. Ça permet de gagner beaucoup dans ce rapport-là, puissance et énergie dépensée. Donc peut-être que ça irait dans le sens de ce qu'a dit Eddie tout à l'heure, à savoir une nouvelle rupture comme le M1 l'a apporté, qui serait plutôt pour le M3 ou le M4, grâce à une gravure encore plus fine, jusqu'à ce qu'on arrive donc à compter en angstrom plutôt qu'en nanomètres, parce qu'on sera en deçà du nanomètre. Plus la gravure est fine, plus on peut mettre de transistors sur la même surface. Et donc plus on augmente plus la puissance de calcul augmente. Absolument. Ellie, cet enjeu de la gravure la plus fine possible, est-ce que c'est pas dommage finalement que ces deux nouveaux processeurs peut-être ratent de quelques semaines cette nouvelle finesse de gravure? Ben oui, mais Apple le sait. Potentiellement. En fait, ils font des tests de production, ils savent à partir de quand ça va être possible, etc. Et après, eux, ils ont leur plan de lancement. Est-ce que pour un utilisateur final, ça a une importance que ça soit du 4 ou du 3 ? Non, pour nous, oui.
Eux, ce qu'ils vont regarder, c'est le look de la machine, l'image qu'ils ont sur la caméra. Est-ce que le fond va être blanc au lieu d'être noir? Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont détester. Et puis des petites choses qui sont cosmétiques. Mais tout ce qu'ont dit mes camarades, je suis d'accord avec eux, hein, donc sur la consommation, etc., etc. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le M2 est basé sur le A16. Le A16, ils ne peuvent pas sortir des processeurs sur du MacBook Air avant de les avoir sortis sur du iPhone. C'est comme ça. L'iPhone reste aujourd'hui le cheval de bataille d'Apple et c'est lui qui aura la primauté toujours dans les annonces. C'est comme ça. Donc avant le mois de septembre, c'est difficile de voir des produits comme ça. D'abord Fabrice, puis Gilles. Elie avait l'air de dire d'un ton très assuré que le M2 serait basé sur le A16. Je pensais que c'était A15, moi, puisque le M1 est sur le A14. Est-ce qu'on n'a pas acté que le M2 était basé sur le A16 encore? Il y a des doutes parce que le M2 arrive assez tard, et donc on se dit peut-être que ce serait plutôt sur le A16 que le A15 actuel des iPhone 13, mais on ne sait pas encore ça, hein, on ne sait pas. Semble, hein. On ne sait pas. Oui, tout à fait. En tout cas, si ce serait peut-être une explication de l'arrivée entre guillemets tardive du M2, sachant que on ne sait pas encore si c'est tardif. Enfin, c'est toujours pareil. Tant qu'on n'a pas annoncé de date, on n'est pas en retard. Donc, c'est intéressant aussi de voir. On verra bien sur quoi c'est basé, parce que certains disent que le M2 basé sur le A15 ne proposerait qu'une assez faible progression de performance, justement, comme c'était le cas entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13. Oui. Gilles? Tout à fait. Le truc, c'est qu'ils ont une telle avance aussi sur la concurrence qu'ils ne sont pas à un an près. Hein, et puis, je ne voudrais pas me fâcher avec mes petits camarades, mais j'ai l'impression qu'on a ces discussions sans fin que je pouvais lire avec étonnement sur les forums PC, sur les mérites de telle ou telle plateforme de chez Intel ou de telle ou telle carte graphique. On n'en est plus là, les gars. Ce sont les usages qui comptent. Et qu'est-ce que les programmeurs vont pouvoir en faire? Ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que déjà avec le M1, ils ne savent pas l'utiliser correctement. Donc, il y a une vraie révolution qui s'est produite là avec ces puces M1 et tout le monde n'en a pas pris encore n'a pas tiré encore toutes les conséquences, je crois. Je crois que même nous, on n'est pas, on va être encore étonnés de ce que ça signifie. C'est très juste, Gilles. Merci d'avoir souligné ce point effectivement important. On va passer à la troisième info de ce POMES, une info marché comme tu les aimes, Gilles, je le sais. Pour vous dire qu'Apple, avec l'iPhone 13, s'en sort plutôt bien au premier trimestre sur le marché des smartphones, marché mondial, alors que les ventes globales ont reculé de 11%. Apple gagne 3 points avec 18% de part de marché selon Canalys. Apple deuxième, donc toujours derrière Samsung qui gagne de son côté 2 points. Xiaomi est troisième, moins 1 point devant Oppo et Vivo. On en parlait dans i5, Elie, hier. Alors, Apple s'en sort bien avec un iPhone SE qui, selon les sources, soit est un échec, soit finalement continue de stimuler les ventes. Qu'est-ce qu'il faut en penser du SE, Elie ? Le SE n'a pas encore trouvé son rythme de croisière, comme l'iPhone 13 ne l'avait pas trouvé lors du lancement, comme on a dit effectivement dans i5. Les gens se précipitent toujours sur les produits les plus performants, parce que ce sont les geeks, ce sont les personnes comme nous qui veulent toujours ce qu'il y a de mieux, de plus rapide, etc., qui ne sont pas raisonnables au niveau de leur budget. Mais bon, heureusement qu'il y en a. Et puis après, il y a les gens plus raisonnables qui viennent et qui achètent les produits. C'est pour ça que l'iPhone 13 est aujourd'hui le modèle qui se vend le plus, alors que lors du lancement, ce n'était pas du tout le cas. Le SE est arrivé après,
Mais pour l'instant, les gens sont encore en train d'acheter de l'iPhone 13. On n'est pas encore arrivé à cette catégorie de population qui vont regarder quelle est la différence entre un iPhone 13 et un iPhone SE et qui vont se dire que 500 € d'écart, s'ils veulent de la 5G ou s'ils aiment le bouton Home, c'est quand même déraisonnable d'aller jusque-là, même si évidemment l'écran de l'iPhone 13 est plein écran, même s'il est OLED, même si tout ce qu'on connaît, s'il y a Face ID, etc., il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Et à la limite, ils n'ont même pas besoin de la 5G. Donc on leur dit, c'est l'iPhone 5G à moins de 500 €. Oui, enfin, aux États-Unis. Mais ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est un iPhone pas cher. Donc qui n'existe va pas, se vendre. donc. Hein. Ouais, je sais. Si, dans le marché de l'occasion. C'est les taxes. Il faut faire une manifestation comme pour l'essence. Mettez la TVA sur les iPhones à 5%, voire à 0. Ah oui, c'est des produits essentiels, naturellement. C'est ça. Voilà, comment vivre sans un iPhone? Gilles, finalement, la hiérarchie n'est pas bousculée, mais Samsung et Apple s'en sortent plutôt bien. Oui, on est sur du marché mature de renouvellement et on connaît ça sur le marché du PC depuis 10 ans, même 15 ans presque, où on a un marché global qui vivote, qui augmente un tout petit peu, qui se rétracte, et puis on a toujours Apple qui est plusieurs points, des fois 10 points au-dessus du marché global et qui progresse. Il y a des bons produits avec une valeur ajoutée qui est perçue, et donc quand il faut renouveler, les gens se tournent vers des valeurs sûres. Ils sont contents de ce qu'ils ont eu auparavant et donc ils reviennent quand il faut renouveler. Ils ont peut-être été échaudés et déçus auparavant par des produits chinois qui font des coûts, qui sont bons sur telle ou telle partie du service, la photo en particulier. Mais par ailleurs, c'est pas... Mais tu joues la carte du prix pour le coup. Il joue la carte du prix, mais aussi de la qualité. Hein. Il y a Oppo, il y a Xiaomi qui font de bons photophones, comme on appelle. Mais ça n'est pas non plus ce que cherche la majorité des utilisateurs. Et ils sont bien chez Apple, ils sont bien chez Samsung. Et, ils y reviennent. Et c'est le marché de fond que cherche Apple, en fait, avec son écosystème et sa tendance. Ils ne veulent pas faire des coups comme font les uns et les autres. Et Samsung a compris ça. Ils commencent à arrêter à vendre du prix et ils font des produits solides maintenant. Bon, à nouveau, on aura plus de recul sur ce début d'année avec l'annonce des résultats d'Apple le 28 avril. Gilles, ne t'éloigne pas, parce qu'on se retrouve dans un instant pour ton focus et tu as suivi des paires de AirPods jusqu'en Ukraine. À tout de suite. Le focus de Gilles, c'est avec toi. Gilles Dounès, chaque semaine dans iWeek, la semaine Apple. Quelle histoire vas-tu nous raconter aujourd'hui ? C'est une histoire qui date de début avril. Une histoire d'AirPods qui se balade et qui commence à faire le tour du web. À présent que le Times en a fait un article en début de semaine, mais qui est néanmoins intéressant en plus d'un titre, si on s'y penche un peu. L'histoire donc commence le 2 avril, quand Vitali Semenets, un habitant d'Estomel, dans la banlieue de Kiev, s'est aperçu que ses AirPods, qui avaient été volés dans le pillage de son appartement, avaient brusquement fait leur apparition grâce à l'appli Find My, c'est-à-dire localisé. Et pas n'importe où, puisqu'il se baladait en Biélorussie, plus exactement dans la ville de Rechitsa, pas très loin de Mozyr, juste derrière la frontière ukrainienne. Mais des AirPods volés ou perdus, Gilles, il y en a tous les jours. En quoi est-ce que ça a de l'intérêt dans le cas présent ? Ce sont juste 4 grammes de technologie, mais qui résument à la fois le quotidien le plus terre-à-terre de ce qui est en train de passer en Ukraine avec l'invasion par les Russes, mais également des enjeux beaucoup plus généraux de la technologie dans ce conflit et dans la société en général.
une nouvelle fois, on est dans une sorte d'icône qui est produite par Apple. C'est-à-dire, Gilles ? Il a d'une part le pillage systématique de tous les biens de consommation que les Russes ont pu trouver en Ukraine lorsqu'ils ont envahi le pays, sans même parler de toutes les horreurs qui ont pu être commises justement dans la banlieue de Kiev, de façon quasi systématique, et pour lesquelles les responsables devront rendre des comptes. Mais lorsque les troupes russes se sont repliées vers la Biélorussie après leur échec devant la capitale ukrainienne, Mozyr, justement, est devenu la plaque tournante de tous les trafics autour de ce que les Russes avaient pu voler, sachant qu'environ 80% de ce qui avait été envoyé par la poste était volé à leur tour par les services de la poste biélorusse ou arrivé en Russie en destination dans les villes de garnison. On a parlé de véritables listes de courses envoyées par les familles aux soldats sur le front. Donc pillage systématique, Gilles, c'est quoi le deuxième point ? Alors le périple des fameux iPods ne s'est pas arrêté là, puisqu'en fin de semaine dernière, leur propriétaire a pu les suivre jusqu'à Novgorod, et avec lui, ce qui reste de la 31e brigade d'assaut aéroportée de la garde. Et de là, les Russes ont préparé l'assaut sur le Donbass, à l'est de l'Ukraine, qui a d'ailleurs commencé lundi soir. Ça montre à quel point ces dispositifs de géolocalisation sont devenus un problème majeur pour la société en général, et à quel point ils sont également devenus un enjeu de sécurité majeur, non seulement pour les particuliers, donc, mais également pour les armées en campagne. On n'est pas loin des AirTags de Guillaume Jette, souvenez-vous, dont on avait parlé il y a quelques semaines dans iWeek. Mais les exemples ne manquent pas. Quelle conclusion on peut tirer, Gilles ? Alors, tu te souviens, Benjamin, de la chanson de Nancy Sinatra, « These boots are made for walking ». Are you ready, boots? Tu peux me la chanter ? Je peux te la chanter même. Ah ouais, vas-y, alors vas-y. Vas-y, Elie. These boots are made for walking. Voilà, c'est ça. Et après, ça continue. Is that just what they do? Eh ben, je suis pas sûr Yes. de la Like connaître, mais peut-être. Hein. Ah, regarde sur Ready, Spotify, boots? très bien. Un grand classique. C'était une icône de la libération des femmes. Et là, à contrario, on peut se dire que le jour où elles s'arrêteront de se déplacer, on ne sera pas très loin de la libération de l'Ukraine. En fait, il y a un petit truc que je voulais ajouter à ça, c'est que il y a même eu des commentaires en disant que l'armée ukrainienne aurait dû laisser des caisses d'AirPods visibles et prêtes à être volées, ce qui aurait permis de suivre plusieurs divisions en même temps et que ça faisait pas très cher le système de pistage, parce que c'est sûr que ça permet de savoir où sont les gens. Mais ce n'est pas les seuls trucs qu'ils ont pris. Hein. Il y a une histoire aussi d'un MacBook Pro qui a été volé et qui a été remplacé par un Russe dans un gilet pare-balles à la place de la plaque de blindage en Kevlar, et ça n'a pas eu le même effet, et le type en est mort. Vous vous souvenez peut-être de cet iPod qui avait sauvé la vie d'un Américain en Irak. Là, ça n'a pas eu le même effet, il n'y a pas de disque dur dedans. Les Ukrainiens les comparent aux orques, et c'est vrai qu'ils sont à la fois très ils sont sauvages et pas beaucoup plus malins que les personnages de Tolkien. Merci pour cette histoire, Gilles. Dans ton focus, on va revenir à des sujets 100% Apple dans quelques instants avec les mises à jour de la semaine. Et oui, la vie continue. Les mises à jour de la semaine, pas une grosse actu cette semaine, mais une deuxième bêta développeur, notamment d'iOS 15.5, Ellie. Oui. 15.5 bêta 2, nous sommes dans les bêta 2, donc iOS, iPadOS, WatchOS 8.6, tvOS 15.5 bêta 2, etc., etc. Donc on parle d'iOS parce que c'est là où il y a la plupart des mises à jour. Donc il y a des petits changements visuels mineurs,
dont Apple ne s'est pas étendu, et donc comme on ne l'a pas installé, on ne peut pas vous en parler encore, mais il y a quand même des petites choses qu'on peut vous dire. Alors, certaines sont uniquement pour les États-Unis, parce que la 15.5 rajoute la fonctionnalité de pouvoir envoyer et demander du cache à travers l'application donc Apple, mais il faut avoir une carte Apple, donc pour l'instant, ce n'est pas encore possible en France, ça sera possible en Angleterre, je crois, dans pas très longtemps du tout. Autre chose, maintenant il y a la possibilité de voir quel est le solde du compte dans iTunes Pass. Quand vous avez un iTunes Pass, vous pouvez voir quel est votre solde, mais pareil, c'est limité aux États-Unis pour l'instant que je sache. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir qui nous intéresse plus ? Eh bien, il y a une référence très claire dans la bêta 2 à quelque chose qui s'appelle Apple Classical, donc Apple Classic, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, puisque depuis qu'Apple avait acheté PrimePhonic, il y avait eu plusieurs mentions de cette possibilité d'avoir une application pour gérer la musique classique dans Apple Music, et je pense que les grands fans de musique classique, moi par exemple, on attend ça avec une grande impatience, parce que je me suis arraché les cheveux pour rechercher des morceaux classiques qui me plaisent, parce qu'on ne cherche pas la 5e symphonie de Beethoven, point, ça on va la trouver, mais on va la chercher par tel orchestre, avec tel directeur, etc. C'est ça qui fait la différence des morceaux. Et ça, c'est compliqué à faire dans Apple Music aujourd'hui. Il y a des fois 60 versions d'un même morceau de musique, et les amateurs vont chercher la bonne version. Donc, j'espère que ça sera mieux comme ça. Et sinon, Apple Pay maintenant est étendu en fait à la Belgique et à l'Italie. Donc, peu à peu, Apple Pay arrive dans différents pays européens. Et c'est pour l'instant tout ce que nous avons trouvé. Mais il y a peut-être d'autres choses qu'on va découvrir dans les jours qui viennent. Autre mise à jour arrivée ces dernières heures, une mise à jour du firmware de la batterie MagSafe pour iPhone 12 et iPhone 13. Alors curieusement, c'est une version bêta, une bêta 0, mais qui est disponible pour tout le monde. Oui, et ceux qui l'ont installé ont dit « Ok, c'est installé ». Ça corrige certainement des problèmes, mais Apple ne s'est pas étendu dessus et il n'y a pas de release note. Donc en fait, il y a une mise à jour, mais on ne sait pas ce qu'elle fait. Voilà. Donc ça le fait, puisqu'on ne sait pas quoi, mais ça le fait. Et puis aussi à signaler cette semaine une mise à jour importante, cette fois, mise à jour de Chrome, le navigateur de Google. Oui, parce qu'ils se sont aperçus qu'il restait un zero day, et donc ça c'est les failles de sécurité qu'il faut corriger tout de suite. Apple en a eu quelques-unes, etc. Donc notre conseil, évidemment, si vous utilisez Chrome, faites la mise à jour tout de suite. C'est très facile à faire, puisqu'il suffit d'aller à propos de Chrome, et dès que vous quittez, il installe la mise à jour tout seul. Donc faites-la, les failles de sécurité, il faut les combler. Ou désinstaller Chrome directement. Voilà, ou non, désinstaller c'est bien, Chrome. Mais c'est pratique, on s'en sert tous à un moment ou à un autre, je crois. Merci pour cette petite chronique sur les mises à jour. On se retrouve avec toi, Ellie, dans un instant. Tu peux déjà te passer le tablier autour du cou, puisque c'est l'heure du dîner. À tout de suite. Le dîner d'Ellie, entrée, plat, dessert avec toi chaque semaine. Ellie, on commence par l'entrée. Que nous proposes-tu aujourd'hui ? Alors, un petit dîner léger pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il a fallu réouvrir la cuisine que j'avais dû fermer pendant quelques temps. Et deuxièmement, parce que cuisiner avec une main, ceux qui n'ont pas essayé ne savent pas ce que c'est, mais c'est pas facile. Mais on va quand même essayer de faire quelque chose. Et donc, démarrons ce dîner avec d'abord un blindage pour Apple Pay. Mais attention, un blindage de sécurité. Car Apple est très soucieux de ces problèmes de hacking qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps sur les paiements, etc. Et donc, ils ont décidé de renforcer la sécurité pour les cartes Visa. Il fallait bien commencer par quelque chose, donc ils ont commencé par les cartes Visa. Et tout simplement, si vous êtes concerné, vous allez avoir, dès que vous ouvrez l'application carte,
vous allez avoir une notification disant « Nous avons renforcé la sécurité de votre carte ». Et moi, j'ai pu essayer. Et donc, quand j'ai trouvé cette information, je suis allé immédiatement voir sur mon application et j'ai vu, à ma grande surprise, que j'étais concerné au moins pour une de mes cartes. Et donc, je suis allé évidemment lire ce qu'ils racontent. Donc, ils vous disent très poliment en français que ça a été activé automatiquement, qu'il ne fallait rien faire d'autre. Et ça concerne en particulier des banques un peu Internet du style Boursorama, Revolut, des gens comme ça. En fait, la protection renforcée utilise certaines informations qui sont liées à votre compte et à votre appareil et à votre position géographique, de façon à ce qu'Apple puisse évaluer le risque de fraude. Donc, si jamais il y a un de ces éléments qui ne va pas, vous allez avoir, je suppose, une demande de confirmation avec un code envoyé à votre appareil. Ils disent pas comment. Ils disent, attention, nous avons détaillé sur votre compte, nous savons où est le terminal de paiement, etc., etc. Donc, nous pouvons intervenir s'il le faut. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que tout ce qui peut sécuriser les paiements et renforcer la confiance des clients, c'est très bien. Donc voilà, une petite entrée sympathique. Alors, dans le plat, là, en plus, ça tombe bien parce qu'on va parler d'un plat, un gros plat, puisqu'on parle même d'une antenne. Parce que figurez-vous que suite aux modifications du logiciel Starlink en Ukraine par Elon Musk, ils se sont rendus compte qu'ils ont pu le tester sur des 4x4 qui roulaient à 80 km/h, etc., et que ça marchait très bien. Et ils ont affiné leur algorithme, et maintenant ils le proposent à des compagnies aériennes. Et donc Delta, aux États-Unis, est la première compagnie qui va pouvoir tester le Wi-Fi dans les airs en utilisant du Starlink, ce qui va donner dans les avions un Wi-Fi assez confortable à 200 mégas. C'est un peu mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça sera testé pour ceux d'entre vous qui iront aux États-Unis dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Ça va commencer à être déployé par Delta là, carrément, dans les jours et les semaines qui viennent. Mais ils vont pas fixer la parabole sur le fuselage de l'avion quand même. Non, mais je pense que comme il y a beaucoup de satellites, l'algorithme fait en sorte qu'il va aller scaler au fur et à mesure, un peu comme les bornes d'un téléphone quand il se déplace. Il va scaler de borne en borne. Donc l'antenne, elle, va être, je pense, assez plate dans l'avion, sinon ça risque d'être rigolo. Une antenne qui bouge à 1000 km/h, on imagine. Hein. Gilles ? Mais s'il y a 200 passagers en train de téter la connexion, ça va faire chuter quand même les débits mécaniquement. Oui, mais tu imagines 200 mégas, ou peut-être qu'ils prendront l'option super à 500 mégas. 200 mégas partagés, c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on partage aujourd'hui dans un avion, hein, pour ceux qui ont essayé, parce que c'est plus proche de la DSL bas de gamme. Donc, bon, écoute, c'est à tester, en tout cas, c'était l'info. Et pour finir ce dîner, eh bien, figurez-vous qu'il y a des panneaux qui vont fonctionner même la nuit. Mais des panneaux, mais lesquels ? Eh bien, des panneaux solaires. Des panneaux solaires, c'est ça qui est fou. Et c'est une info. Alors, mais oui, parce que figurez-vous, et là c'est une info toute préliminaire, hein, figurez-vous qu'il y a des chercheurs de l'université de Stanford qui ont réussi à produire de l'électricité avec des panneaux solaires la nuit. Alors ça, c'est assez fou comme information. Alors attention, ça ne produit pas beaucoup, hein, parce que pour l'instant, c'est les premiers essais. Ils sont arrivés à modifier des panneaux solaires existants pour aller exploiter le froid dans l'espace comparé à des zones moins froides, qui peuvent être par exemple des étoiles ou des choses comme ça. Et ils arrivent avec ce différentiel à produire de l'électricité. Alors, pour l'instant, ils en sont à produire du 50 milliwatts, hein, par mètre carré. 50 milliwatts à comparer aux 200 watts que produit aujourd'hui un panneau solaire. Hein. Donc 50 milliwatts par rapport à 200 watts, c'est quand même pas ça. Mais ce qui explique les chercheurs, c'est que pour l'instant, eux, ils voulaient montrer que c'était possible. Et ils disent que même s'ils n'arriveront évidemment jamais à produire du 200 watts la nuit, ils disent qu'ils arriveront à produire, lorsque ça sera commercialisé, probablement dans quelques années, de quoi tenir
admettons, des appareils de veille, des appareils de surveillance, parce que la nuit, la plupart des appareils sont éteints dans les maisons, donc ils arriveront quand même à pouvoir faire fonctionner en solaire ce genre d'appareils pas très consommateurs d'énergie. Alors pour l'instant, c'est plus une info de technologie que vraiment une application pratique que vous pouvez acheter aujourd'hui. C'est juste pour se dire qu'il y a des chercheurs qui vraiment travaillent dans des domaines un peu de pointe. Et donc, la personne qui travaille sur ce projet, qui s'appelle Geoff Smith, est un professeur éméritus dans la physique appliquée. Alors attention, si lui, il n'arrive pas à nous sortir quelque chose de sympathique. Donc c'est à suivre, mais à suivre avec quand même un œil distrait parce que ça ne va pas arriver tout de suite. Gilles, je te voyais protester au début du sujet, au début du décès même. Non, alors, professeur mérite, c'est un professeur en fin de carrière qui est même prolongé pour faire bénéficier de son expérience les chercheurs plus jeunes et les étudiants qui sont en activité dans l'université. Et il y a une lumière des étoiles et de la Lune, sinon ça ne serait pas possible de faire de la photo de nuit, par exemple. Et oui. On peut même faire pâlir un certain nombre de tissus. C'était connu, tout ce qui est science moderne, faire pâlir les tissus, les tentures, en les laissant exposer la nuit. La lumière fait faner les tissus au même titre que la lumière solaire, même si c'est moins important. Donc c'est vraiment bien de pouvoir exploiter cette lumière résiduelle, en quelque sorte. Ce qu'ils ont dit, en fait, c'est que pour l'instant, la recherche était orientée sur le fait de pouvoir refroidir des immeubles en gérant la différence de température entre la température ambiante et la température qu'ils arrivent à mesurer dans l'espace. Donc ça fait une différence de potentiel et ils voulaient l'appliquer pour refroidir des immeubles, mais après ils se sont dit, en fait, on pourrait même générer de l'électricité. Donc ils ont essayé et ça marche. Faiblement, mais voilà, c'était pour valider un concept. Eh bien, merci beaucoup, Élie, pour ce dîner techno quand même, et présidentiel, oui. C'est la semaine. On se retrouve dans... Là-dessus, il n'y a pas de débat. Non, il n'y a pas de débat. Allez, on se retrouve dans 3 secondes pour les rumeurs de la semaine. Les rumeurs de la semaine, et on commence par cette photo sur laquelle on voit très distinctement ce qui est présenté comme les moules des 4 futurs iPhone 14 alignés côte à côte, photo qui est apparue sur Weibo, le réseau social chinois. Alors si ces photos correspondent à la réalité, on peut en tirer plusieurs enseignements. D'abord, la disparition du 14 mini se confirme, au profit d'un deuxième iPhone de 6,7 pouces qui viendrait donc en complément du 14 Pro Max, un 14 Max qui n'aura que deux capteurs photo-vidéo au lieu de 3 sur le Max. On avait entendu dire pendant un moment que les capteurs, les lentilles seraient plus discrètes que sur la gamme iPhone 13. C'est pas l'impression que j'ai, Élie, en regardant ces photos. Oh non, ça va dépasser encore plus. J'ai l'impression. Alors l'une des raisons, c'est qu'on passerait sur les modèles Pro à, effectivement, comme on l'avait déjà évoqué, de 12 à 48 mégapixels. Oui. Sujet François que tu connais. Va être content. Oui. François va être content. Des photos. Sujet que tu nous avais très précisément expliqué, Gilles, pour nous dire qu'à l'arrivée, les photos ne seraient pas forcément avec une résolution de 48 mégapixels, mais que cette densité de pixels servirait à augmenter le piqué, la précision des images, c'est ça ? Et la qualité en basse lumière. Alors, sur ces photos, on ne voit que le dos de ces potentiels futurs iPhones. On ne voit donc pas le côté face et l'écran. Juste un mot pour accrocher avec la nouvelle sortie de Ming Chi Kuo à propos de la fameuse encoche des iPhones.
encoche qui subsisterait jusqu'à l'iPhone 16. Hein, il confirme et signe le bougre. Oui. Alors, Hélas. pourquoi dis-tu hélas, Ellie? C'est parce que tu penses que Michiko s'est trompé ou parce que l'encoche va Non. encore durer 2 ans? Ben voilà, mais parce qu'on recule. Non, mais ce que je disais dans High Five, c'est que maintenant, cette encoche, moi, je suis habitué, donc elle me dérange pas du tout. Mais c'est juste que il l'avait promise pour le 13, puis après, c'est le 14, puis c'est même plus le 15, ça sera le 16. Donc, du coup, ça s'éloigne. C'est un peu comme l'Apple Car, cette encoche, hein, tu vois, c'est un produit dont on parle tout le temps, mais qui n'arrive jamais. Par contre, il y a une nouvelle rumeur. Ouais. Moi, l'encoche, pas du tout. Elle ne me dérange pas du tout. Par contre, il y a une nouvelle rumeur sur la face avant de cet iPhone. C'est qu'il semblerait qu'Apple a changé le capteur face avant qui serait plus puissant que prévu et qui permettrait de faire de meilleurs selfies, de meilleures photos. Bon, je ne dis pas qu'on irait jusqu'au cadran centré, mais en tout cas, il semblerait qu'effectivement, le capteur a été augmenté dans la face avant. Ce qui expliquerait, en fait, pourquoi le trou qu'on a vu dans un des schémas était plus gros. Et on se dit, mais il ne devait pas diminuer ce truc? Eh ben non, mais si on met un plus gros capteur. Alors, autre rumeur qui concerne les iPhones, c'est le retour du périscope, donc de l'objectif périscopique. Après l'annonce par un fournisseur coréen de composants optiques d'un investissement de 155 millions d'euros dans une nouvelle usine. Il s'agit du coréen Jawa Electronics. Il fournit déjà les modules de stabilisation optique de la gamme Galaxy S22 à Samsung. Et selon The Elec, le niveau de cet investissement est tel qu'il ne peut y avoir qu'une seule explication, c'est la signature d'un nouveau client. Et ce client, ça ne peut être qu'Apple, a priori vu la taille de l'investissement. Le site précise que les composants concernés indiquent que l'objectif, c'est de fabriquer donc une lentille périscopique qui permettrait de ne plus avoir ces lentilles saillantes au dos de l'iPhone. Et oui. Et en décembre, effectivement, donc il y a 3 mois, Michiko avait évoqué l'arrivée d'un périscope, pas sur l'iPhone 16, mais sur l'iPhone 15, donc à la fin de l'année prochaine. Vous y croyez à cet iPhone périscopique? Oh bah oui, Oui. parce que c'est vraiment semble-t-il le seul moyen qu'on connaisse pour arrêter cet épaississement des objectifs au dos des iPhones et des autres smartphones aussi d'ailleurs. Voilà. Je me demande aussi si cette confusion potentielle entre l'iPhone 15 et l'iPhone 16 serait pas un des effets des pénuries de composants qu'on subit et de ce qu'on a évoqué au début. C'est-à-dire que on voit bien que les dates glissent pour les produits qu'on peut commander aujourd'hui, et je pense que les dates glissent pour les produits et autres pièces détachées qu'Apple et les autres peuvent commander aujourd'hui aussi. Tout va en cascade. Pour fabriquer une usine qui va construire toutes ces choses-là, il faut aussi des pièces détachées qui elles-mêmes doivent mettre plus longtemps à venir. Et toutes ces choses-là. Donc, que ça glisse de l'iPhone 15 à l'iPhone 16, je suppose que ça s'explique pour ça. Ouais. On passe à une autre rumeur. Alors, celle-là, elle est assez consistante, puisque elle vient de chez Twitter notamment. C'est le fameux travail autour de ce bouton de modification des tweets. Vous savez, qui fait couler beaucoup d'encre, qui fait aussi craindre, si la technologie n'est pas bordée, un certain nombre de dérives. A priori, Twitter prévoit que chaque version d'un tweet aura son propre numéro d'identification, ce qui permettra de conserver un historique. Et il est aussi probable qu'en cas d'insertion d'un tweet sur une page web, en fait, seule soit la première version, soit celle qui existe au moment où le code est inséré, soit accessible dans la page, ce qui évitera par exemple d'insérer un tweet complètement différent de celui qui serait modifié par la suite. Voilà, on ne sait pas si cette possibilité d'édition d'un tweet sera limitée dans le temps. On ne sait pas si on pourra retweeter un tweet modifié, seulement sous certaines conditions peut-être. Bon, il y a encore pas mal de questions,
n'est-ce pas Fabrice, autour de cette évolution, hein? Oui, alors, pour l'instant, ce qu'on semble en savoir, ça me perturbe un peu parce que ça commence à ressembler à l'usine à gaz qu'on aimerait bien tous éviter. Je me dis que des numéros d'identification, ils n'ont pas forcément besoin d'être visibles par tout le monde. Peut-être que ce serait conservé par Twitter. Mais ils le seront pas. Non, ils le seront pas. Mais voilà. chaque tweet aura. Ce sera pas un numéro unique pour un tweet qui changera. Ça permettra de fixer dans le temps chaque changement en fait. Voilà. Voilà. Bon, ça me paraît indispensable. On verra bien. Je pense qu'il y ait des questions qui se posent. J'espère qu'ils y réfléchissent grandement pour que justement on puisse résoudre ces problèmes-là. Qu'est-ce qui se passe quand on retweet? Qu'est-ce qui se passe quand on partage? Est-ce que ça suit ou pas? C'est vraiment important, naturellement, pour ne pas tromper ou se faire tromper par un tweet qui aurait été modifié à l'insu de son plein gré, comme disait l'autre. Oui. Bien sûr, l'important, c'est la notion temporelle là-dedans. C'est-à-dire que si on fait un tweet de bonne foi et qu'on a fait une faute d'orthographe et qu'on s'en aperçoit tout de suite, par exemple, dans Facebook, on peut modifier un post, toujours aussi dans certaines conditions. On peut le corriger. Dans Twitter, on ne peut pas. Et des fois, on envoie des tweets qui sont là à vie alors qu'on a fait une bête faute d'orthographe idiote. Mais on s'en aperçoit généralement tout de suite, c'est-à-dire dans la minute, enfin dès qu'on le voit publié. S'il faut le modifier 3 mois ou 6 mois après, effectivement, non, là c'est parce qu'il y a des raisons autres, et si on ne pouvait le modifier, après on dit « Ah mais non, mais moi j'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit ». Admettons, tu mets un tweet un peu polémique, tu te prends une volée de commentaires, et hop, tu le changes, en disant « Mais pourquoi il s'acharne sur moi? Moi j'ai jamais rien dit ». Donc ça serait malhonnête, effectivement. Ça, c'est pas on ne voit but. pas qui peut faire ça. Personne. Et puis une dernière rumeur avant de refermer cette page, elle concerne le sport sur Apple TV+. Vous savez que Apple vient de lancer les vendredis baseball. Eh bien apparemment Apple aurait déjà signé pour les dimanches football américain 2,5 milliards de dollars par an au terme du contrat actuel que possède Direct TV. Apple aurait d'ailleurs les droits de revendre une partie des droits à des opérateurs satellites de manière à ce que les matchs de football américain soient disponibles dans des zones qui n'ont pas le haut débit et aussi aux bars qui assurent les retransmissions pour leurs clients. Voilà, donc apparemment Apple a demandé à ce que le deal ne soit pas rendu public de manière à en gérer la communication. Mais attendez-vous à ce que ce soit officialisé potentiellement très très bientôt. Voilà, on marque une toute petite coupure dans cet iWeek et on se retrouve dans un instant avec le tuto audio. Je vais vous expliquer comment très simplement changer la batterie de vos AirTags. À tout de suite. Le tuto audio, aujourd'hui, autour des AirTags. Ils ont fêté leur premier anniversaire hier puisque le lancement, c'était le 20 avril 2021. Des trackers super pratiques qui fonctionnent sur pile. Alors Apple assure qu'ils ont été conçus pour marcher plus d'1 an avec une pile standard. Mais si vous êtes comme moi, ça fait déjà plusieurs jours, voire plusieurs semaines qu'ils ont commencé à biper pour signaler une batterie en fin de vie et donc il est temps de les changer. Mais comment faire? Bon, d'abord, il faut se procurer des piles boutons neuves. C'est du super classique, heureusement. La référence CR2032, des piles 3 volts au lithium. Une fois que vous les avez, il faut ouvrir ce AirTag. Alors posez-le à plat avec le logo Apple et le côté argenté sur le dessus. Appuyez sur ce rond argenté et tout en maintenant la pression, faites tourner le rond argenté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. Vous pouvez à présent retirer le couvercle et la pile d'origine. Remplacez-la par la pile neuve en vous assurant que la polarité plus est bien sur le dessus. Replacez le rond argenté en alignant les 3 ergots sur le dessous face au trou pour les accueillir. Appuyez légèrement et faites tourner cette fois dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. Si tout va bien, vous devriez avoir entendu le AirTag se manifester
et manifester sa joie d'avoir une pile neuve avec un petit bip bip. Alors par sécurité, vérifiez quand même le niveau de la pile dans le AirTag en allant dans l'app localisée, en choisissant ce AirTag dans la liste de vos objets. Cliquez dessus, le niveau de la pile s'affiche juste en dessous de son nom. Les coups de cœur de la semaine, on commence avec toi Fabrice. Quel est ce coup de cœur ? Alors, un petit coup de cœur pour marcher sur les plates-bandes de François, mais il n'est pas là, il avait qu'à être là. On l'embrasse, le déménageur breton. On l'embrasse, mais bon. Il a peut-être déjà cité d'ailleurs, et puis il doit connaître, une petite application pour Mac qui s'appelle Scene Cuts. Scene comme scène et Cuts, C-U-T-S, qui permet d'ajouter dans sa barre de menu du Mac des petites icônes et des raccourcis pour des scènes qu'on aurait dans l'application maison. Et donc c'est très pratique pour les feignants comme moi qui ont 2 petites lampes dans leur bureau et qui peuvent les allumer du coup sans bouger du siège. Donc de nouveau pour les auditeurs qui ont la chance d'avoir la couleur, je fais un clic et j'éteins les lumières, pof, on ne me voit plus et je reclique et pouf, ça rallume. Et j'ai fait ça en cliquant dans la barre de menu du Mac. Voilà, ça s'appelle Scene Cuts, c'est sur le Mac App Store, c'est gratuit et il me semble qu'il y a des achats in-app dedans pour faire d'autres choses que je n'ai pour l'instant pas faites. Voilà. Merci pour ce coup de cœur. Ça marche avec le son aussi. Non, tu n'arriveras pas à me couper la parole. Mais non, et je monte le son, je coupe le son. Tiens, Gilles, parce que tu fais le malin, quel est ton coup de cœur de la semaine ? J'ai été voir Les Secrets de Dumbledore, le 3e volet des Animaux Fantastiques. Pas de spoil. Pas de spoil. Pas de spoil. On n'apprend pas vraiment des choses, hein, c'est des choses qu'on savait, on en sait un peu plus. On regrettera l'éviction de Johnny Depp parce que il a su imposer sa marque et elle aurait été très très bien dans ce nouveau volet. Il y a quelque chose d'extrêmement touchant dans ces animaux fantastiques, une dimension féerique plus prononcée que dans les Harry Potter, presque poétique, qui est donnée justement par les animaux fantastiques et les petites bestioles qui accompagnent Norbert Dragono. Et également sa ressemblance, je trouve, avec Charlie Chaplin sur le début de sa carrière. Il y a quelque chose qu'on avait dans ce truc très touchant avec l'elfe Dobby sur les premiers Harry Potter. Et là, on l'a davantage, je trouve, et rien que pour ça, c'est un vrai plaisir d'aller voir ce film. Il ne mérite pas le chipotage qu'on a pu voir ici et là dans les commentaires. Bon, écoute, tu as aimé, tant mieux. Moi, un de mes fils l'a vu, a pas été subjugué, mais bon. Moi, j'ai aimé aussi, voilà. Ah bah tant mieux. Élie, ton coup de cœur. Alors, c'est sur Netflix un documentaire pour une fois qui s'appelle Back to Space ou Retour dans l'espace et qui raconte en fait la naissance de SpaceX et les problèmes qu'ils ont eus et ça dure 2 heures. La qualité des images, elle est absolument incroyable. On voit à quel point ils sont passés à côté de la faillite. À un moment donné, il leur restait assez d'argent pour faire 3 lancements. Les 3 se sont plantés. Donc, ils pensaient tous être au chômage. Et ils ont réussi à gratter un 4e lancement et qui lui a marché. Sinon, ça aurait pu s'arrêter là. Et on voit Elon Musk dans un rôle qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, c'est pas le PDG de Tesla, hyper sûr de lui, etc. Ou l'ingénieur qui raconte une nouvelle technologie. C'est le mec qui doute et on lui pose la question en conférence de presse. Est-ce que vous n'avez pas peur? Est-ce que vous avez douté? Et lui, c'est le premier qui dit « Ah bah oui, je croyais qu'on n'y arriverait pas. » Et en même temps, les images, j'avais jamais vu d'images aussi belles de vols spatiaux. Moi, j'adore les fusées, les trucs spatiaux, etc. Les images sont juste incroyables. Donc, je vous le conseille. Ça dure 2 heures, mais c'est passionnant.
Merci Ellie, c'est vrai que j'ai pas vu la fin, j'ai vu la première heure et c'est vrai que c'est assez étonnant et notamment tout le début, c'est une histoire assez incroyable que celle de SpaceX. Moi mon coup de cœur, alors c'est pour un sujet qu'on a déjà abordé dans High Five, c'est juste un petit coup de cœur, un petit coup de chapeau au musée de l'imprimerie et de la communication graphique à Lyon qui a invité Suzanne Kerr, la créatrice des icônes historiques du Mac, a exposé jusqu'au 18 septembre. Voilà, juste un conseil, si vous passez par Lyon, allez-y, vous vous régalerez avec ces icônes qui ont marqué nos souvenirs et notre jeunesse, en tout cas, hein, qu'il s'agisse du Mac avec son petit sourire en coin, de la corbeille et de tous ces objets tellement familiers à une certaine époque sur nos bureaux. C'est la fin de cet épisode 87 d'iWeek, la semaine Apple. C'était un bonheur de passer ce moment avec vous comme chaque semaine les amis. Salut Ellie, à très vite dans High Five et à la semaine prochaine dans iWeek. Absolument, bonne semaine à tous et on se revoit bientôt. À bientôt Ellie, salut Gilles. Salut, moi je vous dis à demain. Et ben avec grand plaisir dans High Five effectivement, puisque demain c'est avec toi, demain vendredi. Et salut Fabrice. Salut à tous, salut les amis, encore un bel épisode passé en votre compagnie, et à la semaine prochaine probablement. À la semaine prochaine Fabrice. Je vous redonne les 3 points de repère essentiels. D'abord patreon.com/iweek si vous appréciez notre boulot bénévole. Eh bien merci d'avance pour votre soutien financier à partir d'1,50€ par épisode. Vous nous soutenez et vous rejoignez la communauté de nos contributeurs sur Patreon. Communauté qu'on remercie tous évidemment pour leur soutien tout au long des semaines de cette deuxième saison. Twitter @iWeekNews, c'est le compte à suivre pour avoir toutes les infos sur la vie d'iWeek et puis pour échanger avec nous, réagir à cet épisode, nous poser vos questions et communiquer avec nous, c'est avec le hashtag iWeekLSA, LSA comme la semaine Apple. Si vous aimez l'actu Apple justement, eh bien essayez High Five sur Spotify et Apple Podcast. High Five, c'est un épisode par jour du lundi au vendredi, 5 grosses minutes avec les 5 infos essentielles sur l'écosystème Apple dans vos oreilles. Déjà 162 épisodes d'High Five à rattraper si vous vous y mettez aujourd'hui. Et donc ne tardez pas, ça commence à faire quelques petites archives. On compte sur vous, sur votre abonnement et sur votre soutien aussi via High Five. Voilà, on se retrouve jeudi prochain. On sera le 28 avril pour l'épisode 88, ça fait beaucoup de 8. On sera quelques heures avant l'annonce des résultats trimestriels d'Apple que nos abonnés pourront donc découvrir dans High Five le lendemain matin, le vendredi 29 avril. Voilà, ce sera dans une semaine donc. Passez une très très bonne soirée, une bonne fin de semaine, un bon week-end et à jeudi prochain. Salut à tous, bye bye. Salut, bye bye. Bonsoir.